possible? Et si oui, comment montrer l'exemple de ton enseignement? Ah, tu veux dire pour moi ou pour toi? J'ai cette sensation, le maître enseigne, le disciple, lui, il faut qu'il montre l'exemple. Ouais, bah c'est la transmission, c'est la transmission du disciple au maître, en fait. L'exemple que donne le disciple, c'est la transmission du disciple au maître. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai toujours répété, le temps n'est pas linéaire, quoi. Et donc euh, le maître transmet au disciple, mais en fait le disciple aussi transmet au maître, puisque le temps n'est pas linéaire. On pense qu'il y en a un après un autre, après un autre, après un autre, mais en fait, ils sont tous absolus dans leur temps. Donc, ce que le disciple exprime de son maître, c'est en même temps la transmission du disciple au maître. Et, le maître est toujours plus grand que le disciple, et le disciple est toujours plus grand que le maître. Euh, et voilà, c'est quelque chose qu'on peut sentir, et donc c'est génial parce que c'est l'idée. D'abord, ce que le disciple trouve dans le maître, c'est lui-même. C'est-à-dire ce qu'il comprend de l'enseignement du maître, c'est ce qu'il a compris lui-même. Sans ça, il ne pourrait pas le comprendre. Donc il dit, ah, c'est bien ce qu'il a dit le maître. Pourquoi il pense ça? Parce que c'est sa vérité, c'est pour ça qu'il la trouve bien. Et donc il va l'exprimer, il va la faire briller de sa lumière à lui, ce qui va donner en fait euh, un supplément de lumière à l'enseignement du maître, quoi. Et voilà, on ne peut comprendre que l'enseignement qu'on a déjà compris soi-même, en fait. Et alors, voilà, c'est une histoire d'amour, c'est l'amour universel, quoi. Et c'est très bien comme ça, quoi. Donc moi, ça me gêne plus. Euh, il- il- Avant, j'étais attaché à Maître Deshimaru de manière. J'étais attaché, quoi, comme un petit enfant à son père, etc. Et maintenant, Maître Deshimaru, c'est moi. Il y a sa fille, elle m'a écrit, et je connais un peu la relation que la famille Deshimaru elle a avec la Zedi. Et c'est du style, ah ouais, Maître Deshimaru disait à l'imparfait, tu vois. Euh, ah ouais, c'était bien quand même, c'était le bon temps, comme s'il n'y avait plus rien, comme si c'était le désert, que c'était fini. Moi, je lui ai dit, moi, tu sais, le passé, je regrette absolument pas le passé, quoi. Ok, ça a été génial, je me suis complètement éclaté avec Maître Deshimaru, mais je regrette pas le passé. Parce que le passé, je l'ai maintenant avec moi, quoi. Et je suis en train de créer le passé maintenant. Et, donc, et je le fais vivre, hein, quoi. Et je lui dis, pour moi, toi, t'as pas changé. Je l'ai revu, la fille à Deshimaru, c'était la fille préférée de Maître Deshimaru, Yasumi. Et il aimait beaucoup, il avait le contact avec elle, c'était Tondono avec son père. Et ils avaient un truc commun, ils avaient un truc en commun tous les deux. Et j'ai revu la fille, pour moi elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Elle est toujours aussi jeune, toujours pareille. Et elle m'a vu, Stéphane, j'ai vu ses yeux ronds comme ça, et paf, elle s'est jetée dans mes bras. Et puis elle a une autre sœur, bon, je ne devrais pas le raconter, mais il y a une autre sœur que je connais aussi très bien, Mitio. Et tout d'un coup, donc je prends Yasumi dans mes bras, et je vois Mitio à côté. Je dis, ah, Madame Deshimaru. Je croyais que c'était sa mère. Elle ressemblait à sa mère. Oh, bah, ah non, c'est Mitio. Oh, pardon. Et Yasumi, elle avait pas du tout changé. Mitio, elle était comme sa mère. Elle était vieille. Et tout ça. Donc, c'est une histoire de. Et je lui ai dit, moi, papa, il est en toi. Et c'est pour ça que je t'aime.
Et papa, il est en moi, c'est pour ça que je suis toujours heureux, quoi. Et donc le disciple, encore heureux qui fait vivre sa compréhension de l'enseignement du maître, parce que sans ça, il n'y aurait pas de continuation du dharma. Et puis, je racontais l'histoire d'Ananda, tu vois, qui a succédé à Mahakashapa, et c'était génial parce que le mec, Mahakashapa, il le refuse dans la sangha, il l'exclut de la sangha, etc. Et à la fin, Ananda, il vient, il dit, bon, ben, voilà, je suis venu, bon, ben, vas-y, raconte-nous un peu ce dont tu te souviens de l'enseignement de Bouddha. Et puis il commence à parler et tout le monde, ah, on dirait que le Bouddha il est revenu, waouh, génial et tout. Et en fait, bon, à ce moment-là, Mahakashapa, il lui a dit, bon, bah tiens, vas-y, il lui a donné le kessa, il lui a dit, vas-y, continue, quoi, c'est ton boulot, quoi. Donc la transmission, c'est pas. La transmission, c'est pas on dit d'un individu à l'autre, de Bouddha à Bouddha, mais la transmission, c'est autre chose. C'est pas personnel, quoi. C'est pas un truc perso, quoi. C'est assez balèze, la transmission du zen, c'est vraiment très, 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 très balèze. Et personne ne le sait, et personne ne le saura jamais. Tu vois, même pas le maître, même pas le disciple. Et c'est ça, c'est la particularité du zen, c'est que c'est tellement balèze que on peut jamais le savoir. Tu vois, alors, donc on parle du kessa, tu vois. C'est quoi? Ben, ok, c'est ça, quoi. Parce que tu sais pas quoi expliquer. Tu sais, même tout ce que tu peux dire, c'est très intéressant, mais c'est toujours. C'est impossible d'en parler, tu vois. Moi, j'aimais bien parce que Étienne, il avait un enseignement très. Moi, je le trouvais un peu nihiliste, tu vois, très coup. Ah, de toute façon, tout est coup. On peut. À la fin, si tout est coup, on peut parler de rien, on peut pas en parler. Bon, ben, on va se coucher, quoi, tu vois. Mais en même temps, son nom de moine, c'était Senku, je sais pas quoi. Senku, ça veut dire le sage du coup, quoi. Il incarnait véritablement ce truc de coup, quoi, tu vois. Tu vois, de toute façon. Mais ouais, le zazen, moi, qu'est-ce que je peux en dire après 40 ans de pratique? Rien. Je suis rien capable de dire, et tout ce que je peux montrer, c'est le kessa, quoi. Et ça, je trouve ça fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux. C'est la plus haute dimension de tous les aspects de la religion. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la religion. Et les autres aspects, on peut les apprendre, les étudier, pour l'enrichissement de la vie quotidienne, tu vois. Et pour l'enrichissement de la personnalité, parce qu'on est là aussi pour enrichir la personnalité. Et c'est une erreur de dire, ouais, tu vois, je parle de la personnalité pour que les gens comprennent que le zen, c'est au-delà de la personnalité, que Bouddha, c'est au-delà de la personnalité. Mais on est là pour enrichir sa personnalité. Et donc, il y a deux aspects à l'enseignement du Bouddha, c'est le Hinayana et le Mahayana. Et tous les abrutis qui font du zen, ils disent nous on est Mahayana. Tu vois? Mais le Mahayana n'existe pas sans le Hinayana. Le Hinayana, c'est le développement et l'accomplissement de la personnalité. Alors, rejeter sa personnalité en disant l'ego, c'est sale, c'est de la merde, ma personnalité, c'est nul, c'est pas une attitude correcte. Bien sûr, pendant Zazen, on fait pas Zazen avec sa personnalité, ça c'est clair, quoi. Mais dans l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, la personnalité, c'est très important. L'accomplissement de la personne. Ça s'appelle le Hinayana, le petit véhicule. Alors, c'est pas parce que c'est petit que c'est moins bien que ce qui est grand, quoi. Et en fait, le petit véhicule et le grand véhicule, le petit véhicule n'est pas plus petit que le grand, tu vois. Et le grand véhicule, c'est faire passer tous les autres avant moi-même. Mais si tu t'es pas accompli toi-même, tu peux pas aider les autres. Donc, on
peut pas les séparer, on peut pas les opposer. Et en fait, c'est au niveau énergétique, ce sont deux spirales qui tournent dans un sens opposé, quoi. Et il y en a une qui monte vers le haut et une qui descend vers le bas. Et en fait, comme il n'y a pas de haut ni de bas, il n'y a pas de droite ni de gauche, en fait, c'est un mouvement perpétuel d'imbrication de deux, comment on appelle ça, deux vortex, voilà, voilà. Et ça, c'est l'enseignement du Bouddha, quoi. C'est l'enseignement du Bouddha. Et donc, voilà, c'est tout. Excellent. Merci beaucoup. Ouais. C'est justement par rapport à l'histoire de Kessa. Parce que ça ressort le fait que quand tu en parles, et il y a le côté un peu qui me semble objet. Et, et, euh, et que ça me taquine de penser qu'il y a un objet quand on parle toujours de non-objet. Et, et justement, qui est au-delà, et que si on sacralise quelque chose, ça nous empêche de la libérer. Ouais, mais c'est pour comprendre le zazen, c'est pareil. Pourquoi il y aurait une posture? Pourquoi il y aurait une posture pour incarner Bouddha? Donc la posture, c'est aussi un objet. Et avec quoi tu fais la posture? Avec tes guiboles, avec ton dos, avec ton corps imparfait, avec ta personnalité. Donc elle est nécessaire aussi. Mais le zen est sans objet, comme je l'ai expliqué, puisque c'est universel. Il ne peut pas y avoir d'objet. On est obligé de lâcher l'objet pour pénétrer dans le zen. Et le kessa, j'ai expliqué comment il est cousu, la symbolique d'après la science moderne, qui est en même temps la symbolique du point du kessa, qui est en même temps l'onde, c'est-à-dire le vide. Le vide, c'est une énergie, c'est une onde. Et en même temps, le point, chaque point qui ressort. Et le point, c'est la particule. La particule, c'est la matière, c'est le phénomène qui apparaît. Tout. Et il disparaît, il apparaît, il disparaît. C'est un niveau, c'est le niveau où la particule apparaît et disparaît, c'est-à-dire c'est le niveau entre la matière et le vide. Hein. C'est un niveau très important, c'est la matrice, c'est le quantum field, le champ quantique. C'est le champ quantique. C'est ça la dimension du Kessa. C'est la représentation du champ quantique. Et ces striages, ces carrés qui se croisent, et tout, c'est exactement la représentation du champ quantique qui existe énergétiquement en toute chose. C'est la matrice de l'existence d'un phénomène. C'est ça le Kessa. Donc il n'a ni point, ni couture, ni cadre, ni limite. Mais on a mis un cadre pour qu'il puisse s'incarner comme nous le sommes en tant qu'individu, en tant qu'objet, sur cette dimension, et qu'on puisse le voir, le toucher, le porter, le transmettre, le montrer, etc. Et c'est l'habit, je veux dire, c'est l'habit du Bouddha, c'est un habit de Bouddha. Donc quand on veut mettre l'habit de notre personnalité, bon ben on met les fringues moi j'aime bien le bon vieux jogging pourri avec une grosse tache sur la braguette parce que je sais pas. C'est la vie de personnalité. Alors, Lucette me dit ah mais habille-toi bien quand même, je veux pas avoir honte de sortir avec toi. Bon, mais là, l'habit, le kessa, c'est un habit mystique, c'est pas pour s'habiller, tu vois. C'est fabuleux, les gens. Parce qu'évidemment, on voit ça au niveau de notre petite vie. La vie, ça passe très vite. 20, 30, 40, 60, 80, ça passe très très vite, quoi. Mais quand on porte le kessa, on rentre. On est sauvé, quoi. Mais sauvé, on va se réaliser, quoi. C'est l'habit de la réalisation.
Et c'est attesté par tous les Bouddhas, même avant Shakyamuni, et c'est une chance énorme. Et moi, je comprenais pas ça avant, et jusqu'au jour où Sensei m'a hurlé dessus en me disant Ouah, big merit, et je croyais qu'il m'engueulait. En fait, il m'expliquait il m'avait prêté son caissage, et il m'avait dit, il me l'avait mis sur la tête et il avait dit Wow, big merit et tout. Je disais mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que j'ai fait une connerie et tout. Et que lui il savait que en me donnant le caissage, ça me donnera un grand mérite quoi. Mais c'est alors ce qui incarne en toi, ce que toi si on parlait des côtés humains, justement, comment qu'il te. Toi, en tant qu'être humain, dans un délai le plus court possible pour que ça soit efficace, tu vas devenir le Bouddha de ton monde. Le Bouddha d'un monde, c'est celui qui sauve toutes les existences et toute la réalité de son esprit. Et il s'incarne donc dans le monde, et il sauve le monde, et il dit bon bah basta, maintenant j'ai fait l'expérience, je me réincarnerai plus, maintenant c'est bon, je suis éternel, et je peux m'amuser si je veux, mais bon, je vais m'installer en zazen tranquille, et puis je vais rester calme pour l'éternité quoi. Donc c'est l'accomplissement suprême. Même si tu pouvais vivre 40 000 ans et avoir tous les pouvoirs magiques possibles et faire apparaître toute la lumière splendide, des univers splendides, génial, ok, génial. Ouais, mais bon, tu t'en lasses. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'assois. À la fin, Zazen, c'est l'ultime euh, refuge. Tu vois, l'ultime refuge. Tu vois, c'est vraiment le plus grand accomplissement de l'esprit. C'est une chance invraisemblable. Et ce qu'il y a, c'est que tu peux passer à côté. Tu vas pas passer à côté de loin, tu vois. Tu vas passer à côté de tout près, tu vois, du Kessa et de la pratique. Mais ce tout près, il est infini, quoi. Ça veut dire que pendant des millions d'années, tu vas zoner dans des histoires glauques. Bon, ok, une fois tu vas être riche, tu vas être président de la République, tu vas être tout ce que tu veux, tu vas être roi, mais tu seras toujours, au bout de 40 ans, tu vas crever, et tu seras toujours dans le même merdier, et c'est très difficile de sortir de cette éternité d'illusion. Et boum, quand tu as la chance de rencontrer le Kessa, le Zazen, le Dharma, l'enseignement, encore mieux si tu pratiques, encore mieux si tu reçois l'ordination, encore mieux si tu le protèges, encore mieux si tu le transmets, bien sûr, mais c'est attesté par tous les maîtres et tous les maîtres dignes de ce nom et tous les Bouddhas. Ben, c'est fabuleux, quoi, parce que déjà dans le futur, maintenant dans le futur, t'es déjà un Bouddha, il faut le comprendre. C'est que déjà dans le futur, parce que le temps il n'est pas linéaire, déjà dans le futur, tu existes déjà en tant que Bouddha. Et alors le Bouddha, il voyait ses disciples et il disait, toi tu t'appelles tel nom et t'es tel Bouddha et tu vas être Bouddha dans l'univers qui s'appelle un tel, dans tant de kalpa. Alors le kalpa, ça veut strictement rien dire. Le kalpa, c'est le temps de t'oublier toi-même, ça fait un kalpa si tu veux. Mais c'est pareil, ils disent un Bouddha, ça vit entre 100 et 1000 ans. Entre 100 et 1000 ans. Ça peut vivre 100 ans, ça peut vivre 800 ans, ça peut vivre 1000 ans, en général. Mais ils disent 100 et 1000 ans, c'est la même chose. C'est juste une question de perception des choses, mais 100 ou 1000 ans, c'est pareil. Si tu vis 1000 ans, quand tu arrives à 980, tu dis putain, ça passe vite. Tu vois, et c'est pareil. Et donc, voilà, en gros, donc, voilà, c'est. Donc,
léger. Et votre kessa, n'hésitez pas, je veux dire, quand vous avez le moindre problème, parce qu'il est dit dans les sutras même, vous pouvez tout faire avec le kessa. Vous avez le moindre problème, vous le mettez sur votre tête, vous dites, vas-y, au nom de la puissance de ce kessa, purifie-moi, calme-moi, donne-moi à manger, fais-moi sortir de cette situation. Demandez-lui, évidemment, il faut vous concentrer, mais demandez-lui ce que vous voulez. Le Bouddha, le kessa, ça a une puissance. Ils disent c'est le plus grand. Comment ils disent un porte-bonheur. Fétiche. Talisman. Maman, évidemment, t'as dit ce qu'il fallait. Voilà, c'est le plus grand talisman. Voilà. Est-ce que tu pourras dire quelque chose sur la respiration dans la Nyashinyo? Parce que j'ai remarqué les Tibétains, quand ils chantent, ils continuent à chanter tandis qu'ils inspirent. Mais je trouve qu'il y a une belle continuation. Et nous, du moins moi, j'arrive pas à avoir vraiment une continuation dans la Nyashinyo. J'expire et l'inspiration, c'est comme une interruption. Ouais. Tu peux pas chanter en inspirant en même temps, c'est pas possible. Tu peux le faire en jouant de la flûte ou du didgeridoo ou tout ça, mais parce que tu vas souffler l'air par la cavité buccale pendant le temps que tu inspires par le nez. Mais quand tu chantes la Nyashinyo, tu peux pas inspirer de l'air en même temps, c'est pas possible. Alors il y a toujours des kanji qu'on ne chante pas. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Il faut être naturel, la Nyashinyo, et des fois on a des très longues expirations. Et on peut chanter la moitié de la Nyashinyo sur une expiration, ou un Nyashinyo entier sur une expiration. Mais faut pas se forcer, ça doit être naturel. C'est pas la peine de faire la compétition et tout ça. Il faut le faire par plaisir, quoi. Et nous, souvent le matin, nous on chante souvent la Nyashinyo en zazen. Donc on s'est fait 1h30, 2 heures de zazen. Et on chante la Nyashinyo sans quitter zazen. Donc on a un souffle très long, quoi. Et on peut chanter presque un Nyashinyo entier sans respirer, quoi. Mais on ne peut pas reprendre l'inspiration en chantant, c'est impossible. C'est mécaniquement impossible. Les Tibétains. Non. Ouais, ils font peut-être un borborisme, mais ouais, enfin. Donc, il faut le faire en une seule expiration, c'est la seule solution. Non, il faut être très calme, il ne faut pas que le cœur batte vite. Et de toute façon, la capacité pulmonaire, elle est pareille. Enfin, elle ne dépasse pas les poumons. Donc, ce qu'il faut, c'est distiller l'air avec une plus grande finesse. Si vous faites un trou gros comme ça, c'est comme une réserve d'eau. Vous faites un trou gros comme ça va sortir d'un seul coup. Si vous faites un plus petit trou et que vous faites résonner le son, vous avez besoin de moins d'air et donc vous pouvez expirer pendant plus longtemps. Et donc voilà, c'est toute une question mécanique, bêtement mécanique.
Kessa. Si on attend quelque chose du Kessa, ça devient un objet de désir. Ça vient presque en contradiction avec ce qu'on est, le fait qu'on soit déjà un Bouddha. Je veux dire, le désir, ça fait partie de la vie. Oui. Si on désirait pas, on mourrait. Le désir, c'est vraiment ce qui nous fait. C'est pas. Je sais pas qui c'est qui a dit que c'était négatif, le désir. Bah évidemment, il faut contrôler son désir. Parce que si le feu est rouge et que vous avez le désir de passer, si vous ne le contrôlez pas, vous avez un accident. Mais si vous avez plus de désir, vous déprimez, c'est la dépression nerveuse. Alors j'ai un disciple en Argentine, alors pendant tout le camp d'été, il faisait Samou et tout, et à la fin du Samou, il faisait encore Samou dans les temps libres, et il était au zazen, et il levait tout le temps la main, la plonge, la cuisine, et tout le temps. Je lui dis, vraiment, formidable, ta pratique, ta présence, c'est génial. Il dit, ouais, écoute, j'étais complètement, ça fait des années que je suis en dépression nerveuse, et j'ai pris un antidépresseur, et depuis que j'ai pris un antidépresseur, j'ai tous mes aspects positifs qui ressortent, et j'ai envie de pratiquer, je fais ça mouche, je suis heureux. Alors j'ai dit, c'est quoi la marque? Faut pas le voir comme un objet de désir, faut le voir comme. Oui, c'est merveilleux de quoi le Kessa? Oui, mais faites ce que vous voulez, mettez-le déjà sur la tête et vous verrez qu'il va. Il y a une relation avec le Kessa et nous qui fait que on va. Prenez votre désir, quel qu'il soit, et cherchez-en la substance. Regardez-le bien en face. Et le Kessa, il n'y a pas une chose qu'il est incapable de regarder en face. Et le Kessa, il va purifier ce désir, il va en garder l'essence. Parce que des fois, il y a un désir qui n'est pas, disons, catholique. Un désir qui n'est pas catholique. Mais si vous le confrontez au Kessa, il va vous révéler ce qui est caché derrière ce désir. Il y a un désir plus profond, plus fondamental. Et c'est celui-là que vous voulez. Parce qu'une fois que vous allez avoir obtenu le désir pas catholique, vous ne serez pas non plus satisfait. Vous en aurez encore un. Et donc, le Kessa, il va vous dévoiler l'essence du désir rapidement. Et donc, vous allez pouvoir exprimer, voilà, aide-moi à accomplir ce. On est là pour accomplir des désirs, sans ça, on ne serait pas né, quoi. Bon. Monsieur Paul, docteur. Alors, tu nous parles beaucoup de créer sa propre réalité. Et on dit aussi suivre l'ordre cosmique. Ouais. Et alors, comment les deux sont relatés? Ah bah, Sensei, il m'avait donné un Kessa et il avait dit l'ordre cosmique suit Stéphane. Parce qu'il disait tout le temps, ouais, you must follow cosmic order. Faut suivre l'ordre cosmique, etc. Et il m'avait donné un truc, l'ordre cosmique vous suit Stéphane. Et puis nous, on vannait tout le temps. Pour emmerder Rafout, je lui disais, mais suis-moi Rafout, tu suivras l'ordre cosmique. Alors il avait des boules et tout. Mais créer sa réalité, c'est l'ordre cosmique. Moi, je le vis comme une discipline. Je le vis comme une discipline. Et en particulier le matin, quand on se réveille, et bien, tout de suite avoir en tête, bon, comment je vais vivre ma journée? Qu'est-ce que je souhaite pour ma journée aujourd'hui? C'est comme une pratique, c'est comme la pratique de Zazen. Alors, je vais créer ma journée. D'abord, je définis qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et puis
puis je l'exprime et je le visualise, je le souffle, et ça se passe, et ça se réalise dans ma journée, ça illumine ma journée. Et donc c'est ma participation à l'ordre cosmique. Parce qu'on se laisse toujours aller. Enfin, voilà. Alors du coup, depuis que je fais ça, quand je le fais pas, quand je pratique pas, je me tape des journées de merde. Parce que tout le truc que j'ai... Quand je lâche, c'est... Tout le truc qui revient dans la... Et j'aime bien les journées de merde. Alors je dis, tiens, aujourd'hui, je vais me taper une journée de merde. Il suffit de rien faire, je reste au lit. Et Sensei disait, vous devez commencer la journée par zazen. En général, de toute façon, mais avant de faire zazen, je pratique une demi-heure, trois quarts d'heure de discipline, déjà de méditation. Après, je vais au zazen, et là, je fais zazen. Après le zazen, ma journée, elle est merveilleuse. L'ordre cosmique, c'est nous. Hein. Bah ouais, c'est nous. Quand on va au-delà des limites de la personnalité, l'ordre cosmique, c'est nous. On a le droit, par exemple, je peux dire, la France, c'est moi. Ah ouais, je suis français, la France, c'est moi. C'est pas pote. Allez, les bleus. Que tu as dit, que j'ai déjà entendu il y a très longtemps à ton dernière vidéo et qui m'étonne toujours, hein, quand tu parlais de pratiquer 10 ans, 15 ans, 20 ans zazen sans changer. Et je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas pratiquer sans changer, enfin sans que ça nous change, même le pire des égobanes. Je me dis, à un moment donné, si tu pratiques zazen, Ah, moi je trouve qu'il y en a, ils sont encore pires. Ils ont encore mieux mal. Je sais pas, je dis le zazen lui-même à côté aussi sont au-delà de notre personne, justement. Ouais, mais justement, la personne, la personnalité est vicieuse, quoi. Et vicieuse, peureuse, collabo, feignante. Et alors au début, elle trouve, ah, le zazen, la foi, ouais, c'est merveilleux, j'ai tout un monde qui va s'ouvrir vers moi. J'ai rencontré un vrai maître zen, c'est un Bouddha et tout, il a des oreilles comme ça et tout. Mais la personnalité, elle n'a pas envie de changer. La personnalité, tout ce qu'elle cherche, c'est le confort. Le confort, des certitudes, et, elle est bien carrée et limitée, etc. Et donc elle va se servir du zazen, de cette pratique, de ce groupe, de cette idéologie, pour se construire un truc pour pas évoluer. On n'est pas con. Et là, mon vieux, plus personne pourra me piéger. Plus personne. Je suis une vieille nonne. Mais le zazen, Ça va. mais quand tu pratiques, quand tu es assis et que tu pratiques. Mais tu pratiques quoi? Tu pratiques quoi? Moi, tiens, ma Lucette, elle faisait zazen. Alors, elle me disait, moi, je fais zazen, mais c'est pour l'énergie. Hein. Et d'ailleurs, je le fais en écoutant la radio. Elle met la radio. Et elle fait zazen. Elle trouve ça très bien, ça la choque pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu crois qu'il y en a, ils écoutent pas la radio, mais c'est pas mieux, tu vois. Ils écoutent les conneries qu'il y a dans leur tête, ou je sais pas ce qu'ils pensent, ou tout ça. Bon, le zazen, c'est toi qui le fais aussi, tu vois.
moi je connais bien, et ça m'a beaucoup servi d'apprendre d'autres disciplines qui ne sont pas forcément pratiquées en zazen, dans la posture. C'est pas toujours besoin d'être raide comme un bout de bois pour se concentrer sur quelque chose ou pour fusionner avec quelque chose. Tu vois, tu peux être aussi dans un fauteuil, voilà, et apprendre à te concentrer, à comprendre le pouvoir de ton esprit, tu vois. Et après, bon, bah, après tu reprends zazen avec ça et il va s'élargir, il va s'agrandir ton zazen. Donc, non, non. Bon, puis le temps, 40 ans, c'est rien du tout. Hein. On peut très bien. Regarde, la preuve, moi, tu vois, ça fait 40 ans que je pratique, je suis toujours aussi con. Absolument. Dans un temps. Euh, dans. Je suis toujours aussi con. Et toujours autant dans la merde et dans l'enfer. Et toujours aussi mauvais, coléreux, impatient, macho, enfin tous les défauts, je les ai encore. Grâce à Dieu. Non, mais c'est important parce que c'est important aussi de se dire merde, mais j'ai pas évolué. Je suis toujours malade, je suis toujours égoïste, je suis toujours attaché, euh, ça existe, ça. Mais en tout cas, au niveau de la conscience, déjà, ça change. Je veux dire, Mais la conscience, elle te change tout le temps. Et tu as toujours été un Bouddha. Donc, cette notion de, tu vois, de progrès, et pour les débutants, si les mecs ils se disent putain, faut que j'attende 40 ans pour être aussi con que lui. Les mecs ils arrêtent tout de suite. Et pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Parce que le Zazen lui-même délivre un message magnifique. Oui, c'est ça. C'est ça que je pense aussi. Le Zazen lui-même délivre quelque chose qui est au-delà de la personne, au-delà de nous, en fait. Oui, mais c'est pas une excuse dont l'ego doit se servir pour, voilà, pour être mesquin, quoi. C'est pas une excuse. C'est le pire, quoi. Et ça, tout le monde tombe dedans parce qu'on veut tomber dedans. Parce que la personnalité, elle veut pas évoluer. Elle veut pas évoluer. Elle veut être bourgeoise, égoïste, et elle veut pas évoluer. Et elle trouvera tous les moyens pour pas évoluer. Faut niquer la personnalité, voilà. Faut craquer le code des limites de son cerveau. Faut se révolter contre soi-même. On est des robots. Tu vois tous les films sur les robots. On est des robots, on n'est rien de plus qu'un robot. Un robot qui veut se libérer, qui veut se libérer de son programme, qui veut être libre. C'est ça qu'on est. Et le robot, hop, tu le déconnectes. Après, tu le reconnectes. C'est encore un robot. Il n'a pas évolué. Donc, voilà ce que je pense. Negawaku wakono kudoku omote amane kuisai no yomoshi. Warela to